Bonjour à tous. On se retrouve avec un nouveau concept de vidéo, tout simple. Loin de moi l'idée de faire un top, n'est-ce pas? J'ai décidé de regrouper un certain nombre de faits et autres anecdotes en vrac concernant nos chères bestioles. Des anecdotes à la fois insolites et prenant en compte les dernières découvertes, et avec une dose de pop culture. Je trouve que c'est parfaitement représentatif du format de la revue du Macromonde. Alors n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, car croyez-moi, j'ai encore beaucoup d'autres anecdotes insolites en stock. C'est parti! Quel est le point commun entre Arnold Schwarzenegger et un coléoptère? Vous le savez peut-être, il arrive que le nom binomial d'une espèce soit choisi en l'honneur d'une personne. Il peut s'agir de scientifiques ou bien de célébrités. En 2002, un coléoptère du genre Agra, originaire du Costa Rica, a été décrit pour la première fois par l'entomologiste américain Terry Lee Irwin. En observant les fémurs moyens des mâles, semblables à des biceps développés, l'homme a tout de suite fait le rapprochement avec le governator, nommant ainsi l'insecte Agra schwarzeneggeri. Et pour terminer cette première anecdote en beauté, les étudiants d'Irwin ont envoyé à Arnold Schwarzenegger une image du coléoptère en question. Et il leur a répondu en leur renvoyant l'image signée avec un magnifique « Merci d'avoir pensé à moi, Arnold ». La grande classe. Est-ce que vous avez déjà vu des combats de girafes? Cette joute entre deux mâles pour les beaux yeux d'une femelle est impressionnante, mais elle n'est pas unique dans le règne animal. Si je vous dis qu'on a la même chose en plus petit, enfin presque. Le charançon girafe est un coléoptère fascinant et attentionné. Comme les girafes, les mâles vont se battre entre eux à l'aide de leurs coups disproportionnés, afin de courtiser une femelle dans le but de se reproduire. Le vainqueur va protéger la femelle le temps qu'elle construise un nid avec une feuille, dans lequel elle pondra un œuf unique, où la larve va se développer. Pour finir, la femelle charançon ira couper la tige de la feuille qui va tomber au sol, possiblement à la merci des prédateurs, mais vous le savez... La vie trouve toujours un chemin. Alors là, on arrive sur du lourd, et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. On a déjà vu ensemble dans d'autres vidéos le cas des guêpes parasitoïdes, qui pondent dans le corps d'autres bestioles, ou encore celui des champignons parasites, transformant les fourmis en véritables zombies. Mais poussons le niveau encore au-dessus, avec cette fois-ci un ver parasite, qui se sert d'escargot comme hôte intermédiaire, pour se développer. Mais pourquoi intermédiaire ? Eh bien, prenons un escargot qui se balade sur une feuille. Il a faim, très faim, tellement qu'il va se délecter d'une fiente d'oiseau. Grave erreur, car sans le savoir, notre pauvre escargot a ingéré les œufs de Leucochloridium paradoxum, un ver plat parasite. Ils vont se développer en sporocystes, des structures qui contiennent des œufs, qui vont venir se loger dans les tentacules de l'escargot, les antennes si vous préférez, qui vont alors gonfler, se colorer et bouger de façon frénétique, imitant une délicieuse chenille. Le but, faire en sorte que l'escargot se fasse repérer et dévorer par un oiseau, car l'hôte principal dans cette dramatique histoire, c'est bien l'oiseau. Le système digestif de ce dernier va servir de lieu de reproduction pour les vers adultes. Les œufs produits vont ensuite être expulsés dans la fiente de notre oiseau, et attendre sagement qu'un malheureux escargot ait une petite faim. Et la suite, vous la connaissez. Et bon appétit, bien sûr. Parlons araignées maintenant. Avant que vous ne partiez, je vous préviens, pas de trucs flippants à l'horizon. On entend tout et n'importe quoi sur ces animaux mal aimés. Et pourtant, bien qu'elles soient source de peur chez bon nombre de personnes, ces petites bêtes à 8 pattes sont pourtant très utiles dans notre quotidien. Certaines vivent sous l'eau, comme l'argironnette. D'autres utilisent des filets pour capturer des proies, comme l'araignée gladiateur. Bref, il y aurait beaucoup à dire. Mais là, on va s'attarder sur la seule espèce connue d'araignée herbivore. Oui, vous avez bien entendu. Bagheera kiplingi est une petite araignée sauteuse originaire d'Amérique centrale. Elle se nourrit des excroissances présentes sur les feuilles de certaines espèces d'acacia. Mais en réalité, son degré de végétarisme varie en fonction de son environnement. Et il semble même que l'espèce soit quasi sociale, ce qui est assez rare pour être souligné. Si le plus grand arthropode vivant est le crabe araignée géant du Japon, avec ses 3,50 m d'envergure et ses 20 kg, avec mes 120 kg, on se demande s'il peut rivaliser face au plus grand arthropode terrestre qui ait foulé cette terre. Et croyez-moi, il l'a foulé et pas qu'un peu avec ses nombreuses pattes. Je veux bien sûr parler de l'Arthropleura, enfin des Arthropleura, car il en existe plusieurs espèces, et de tailles variables. Les pistes réalisées par ces animaux peuvent en témoigner. La plus grande d'entre elles étant Arthropleura armata, avec ses 2 mètres de long. Ce n'est pas un insecte, mais un myriapode, comme nos 1000 pattes actuelles. L'Arthropleura a été rendu populaire grâce à Prehistoric Park, Primeval ou encore sur la Terre des monstres disparus. On le retrouve même dans Ark.
L'animal a vécu durant le Carbonifère, la fameuse période des bestioles géantes, ce qui est dû en partie à un taux de dioxygène dans l'air plus élevé au Carbonifère que de nos jours. La période débute il y a environ 360 millions d'années, jusqu'à environ 300 millions d'années. Mais malgré les apparences, les Arthropleuras étaient eux aussi vraisemblablement végétariens, et même détritivores. Si je vous dis Godzilla, vous pensez certainement à un gigantesque lézard, détruisant tout sur son passage. Mais c'est aussi le nom donné à une guêpe parasitoïde, les fameuses, celles qui se reproduisent en parasitant d'autres petites bêtes, à la Alien. Microgaster Godzilla, c'est le nom vachement badass donné à une guêpe parasitoïde japonaise. Mais pourquoi cela, me direz-vous ? Il faut savoir qu'il existe des chenilles qui se développent en milieu aquatique. Malheureusement pour elles, notre guêpe parasitoïde passe aisément des airs à un milieu aquatique, en plongeant littéralement sous l'eau, pour aller pondre ses œufs dans le corps d'une de ces chenilles. Une stratégie assez rare chez ces insectes. Une fois terminée, la chenille a la vie sauve, pour le moment, car ce sont les larves de la guêpe qui vont se développer en elle. Si l'équipe de chercheurs à l'origine de l'étude concernant la guêpe et son comportement a choisi de la nommer en hommage à Godzilla, c'est tout d'abord car l'espèce est japonaise, mais aussi et surtout pour sa façon de sortir de l'eau pour parasiter son hôte, de la même manière que notre gigantesque kaiju émerge hors de l'eau dans les longs métrages. Le parallèle entre les chenilles qui servent d'hôte à notre guêpe et Mothra, un autre kaiju populaire de l'univers de Godzilla, est aussi plus qu'évident. Le mot de la fin, qui résume un peu le lien qui réside entre la nature et la pop culture, revient au principal auteur de l'étude, le docteur José Fernandez Triana, qui a déclaré dans un communiqué: « Comme vous pouvez le voir, nous avons des raisons biologiques, comportementales et culturelles pour justifier notre choix de nom. Ça, et bien sûr s'amuser un peu, parce que c'est aussi une partie importante de la vie et de la science. » Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. J'en profite aussi pour vous dire que pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, un compte Utip est désormais disponible, le lien est dans la description. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.